En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Perrine, bonjour Henri Guénaud et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Vous avez entendu les coulisses du pouvoir de Guillaume Tabar. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui faites campagne sur le terrain, que l'état-major de l'UMP ou les principaux caciques de l'UMP s'en fichent totalement et sont concentrés sur peut-être les prochaines présidentielles, j'allais dire dès maintenant? Mais non, tout le monde fait campagne. Moi, vous les candidats, oui, mais moi je vous parlais de l'état-major. Mais si, ils font campagne. Jean-François Copé va soutenir les candidats de l'UMP un peu partout. François Fillon fait la même chose presque tous les jours. Voilà, Alain Juppé aussi. Non, tout le monde fait campagne. Est-ce que vous avez le sentiment, comme l'expliquait Guillaume il y a quelques instants, qu'en fait le véritable but d'Alain Juppé, c'était une sorte de président de l'UMP, éventuellement, s'il se le confirme, une sorte de président arbitre? Ça vous paraît possible, probable, souhaitable? Je ne sais pas ce que sont les intentions profondes d'Alain Juppé. Il ne les a pas pour l'instant exprimées publiquement. Donc, je ne sais pas ce que sont les intentions des uns et des autres. Mais qu'est-ce qui vous paraît le plus malin pour votre camp, c'est-à-dire justement non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le plus malin. Ce qui m'intéresse, c'est que le plus efficace. D'abord, il y a les élections législatives et le devoir de tout le monde, politique mais aussi moral, c'est de se battre pour tenter de les gagner et de faire le meilleur score possible. Puis ensuite, il y aura un débat. Mais ce débat, pour moi, devra d'abord être un débat d'idées, un débat de valeurs, un débat de principes, et puis ensuite, on verra quels sont les hommes qui incarnent le mieux la ligne qui aura été choisie. Perrine Tarnet. Mais Henri Guénaud, en tant que candidat, vous, aux législatives, est-ce que ça vous navre d'entendre cette guerre des chefs à la tête de l'UMP? Je vais vous faire une confidence, je n'entends rien. Voilà, comme ça. Vous lisez alors, peut-être? Je n'entends rien, je ne lis rien, je suis concentré sur mon objectif. Voilà, moi, je n'ai que des amis à l'UMP aujourd'hui. Et voilà, tout le monde fait campagne. En tout cas, moi, je ne veux voir que cet aspect des choses. Et je ne veux pas entrer dans le... On vous sent tout de même un peu agacé. Oh non, ça, vous voyez, vous interprétez. Après, vous allez, on va dire dans Paris Match que j'ai eu l'air agacé. Là, on est sur Radio Classique et Public Sénat, alors on verra dans Paris Match. Non, mais les confidences, vous savez, c'est... Voilà. Là, c'est pas des confidences, nous sommes en direct. Non, mais parce que j'ai l'air agacé. Moi, non, je suis de très bonne humeur ce matin. Je suis tout à fait serein. Et voilà, bon, tout le monde essaye de monter des histoires, de monter en épingle un certain nombre de choses. Bon, franchement, voilà, tout le monde fait campagne. Après, qu'il y ait ici ou là des petits mouvements d'humeur, tout ça n'est pas très important. Ce que disait Guillaume n'est pas totalement faux, et après Perrine va prendre la suite. C'est-à-dire qu'on est dans une situation inédite. Et sur le papier, je ne dis pas que c'est la réalité, mais sur le papier, la droite pourrait envisager une cohabitation. Oui. Et c'est vrai qu'elle ne l'envisage pas ouvertement, en tout cas ses dirigeants. C'est vrai qu'on n'entend pas parler de contre-programme, de rééquilibrage des pouvoirs. Vous arrêtez tout de suite. Le programme, il n'y a pas besoin de contre-programme. Le programme, il a été défendu par tous les responsables de l'UMP pendant des semaines, voire des mois, pendant la campagne présidentielle. Donc, c'est celui-là. Donc, il y aurait par exemple de la TVA sociale si jamais vous gagnez les législatives. Pardon, mais la TVA sociale, elle a été votée. Pour l'instant, elle est d'ailleurs toujours en vigueur. Ouais. Elle a été votée, la TVA sociale. Donc, évidemment, sociale, on appelait ça TVA anti-délocalisation. Mais, donc, ce programme Sarkozy est un programme qui serait adopté. Écoutez, le programme que nous défendons aujourd'hui ne peut être que celui que nous défendions il y a quelques jours. Voilà, alors après, il subira sans doute, comme tous les programmes, la modiation du pouvoir et des circonstances. Monsieur Hollande a déjà renié la bonne partie du sien. Bon, c'est normal, il y a des circonstances et il faut s'y adapter. Mais je ne peux pas défendre autre chose, en tout cas pour ce qui me concerne, que ce que je défendais il y a quelques jours devant tous les Français. Perrine. Nicolas Sarkozy, vous l'avez eu au téléphone? Oui, ces derniers bien sûr. jours, il paraît qu'il appelle tout le monde, là. Un peu énervé par cette situation à l'UMP. Il vous dit quoi? Non, on n'a pas parlé de ça. Voilà. Et puis pour le reste, je ne vous dirai pas de quoi on a parlé. Mais est-ce que vous avez, puisque vous avez Louis Fine, justement l'impression que l'idée d'une retraite définitive, en tout cas pour un certain temps, est dans sa tête, ou qu'au contraire, il suit tout ça avec beaucoup d'attention et qu'il pourrait sortir de son silence, de sa réserve? Je ne sais pas s'il sortira de son silence ou de sa réserve. Il a dit aux Français, le soir du 6 mai, qu'il ne briguerait pas plus aucun mandat ni aucune responsabilité. Il est parti avec l'idée de tourner une page et de changer de vie. Mais il a dit qu'il restait évidemment... Donc il est en retrait, mais pas en retraite? Non, mais d'abord, il est pas en retraite à son âge. Et
Et puis, il va évidemment continuer à se passionner pour la chose publique et pour la politique. Vous n'imaginez pas Nicolas Sarkozy, après plus de 35 ans de vie politique, ne pas s'y intéresser. Voilà. Mais il est parti avec l'idée de ne plus demander de responsabilité et de mandat à ses concitoyens. Après, l'histoire, les circonstances décideront. Moi, je n'en sais rien, mais il n'est pas parti dans l'état d'esprit d'être un recours. Voilà ce que je peux dire. Mais est-ce qu'il pourrait être un recours pour la droite, non? Comme le disait Alain Joyandet il y a 2 jours, lors du premier dîner des amis de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas parti. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée? Non, il n'est pas parti. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Mais moi, je souhaite qu'il occupe toute sa place dans le débat public. Mais ça veut dire quoi, concrètement? Moi, j'aurais souhaité qu'il continue à sa tâche. Donc, voilà, maintenant, sa vie lui appartient aussi. Il l'a déjà donnée tout entière pendant des années aux Français. Je pense qu'aujourd'hui, son avenir lui appartient. C'est à lui de voir ce qu'il en fera. Mais il n'est pas parti en se disant « je vais être appelé, je vais être un recours ». Si l'histoire en décide ainsi, nous verrons. Mais... On va parler avec Perrine maintenant et avec vous, si vous le souhaitez, et nous le souhaitons évidemment tous les deux, de ces affaires qui tournent autour de l'argent, des salaires des patrons qui sont à la une des Échos et qui visiblement occupent considérablement l'opinion et d'ailleurs les principales décisions politiques du gouvernement aujourd'hui. Premièrement, vous avez probablement lu l'interview d'Arnaud Montebourg hier dans Le Monde. Est-ce que vous considérez comme normal qu'on envisage, c'est en tout cas une piste qu'il souligne, un projet de loi qui pourrait interdire, limiter, alors c'est pas encore très précis, justement, les fermetures de sites ou les fermetures d'entreprises qui seraient encore rentables, même si elles ne sont pas profitables au sens boursier du terme. C'est un peu compliqué. Moi, je ne pense pas qu'on puisse gérer l'économie entièrement avec des lois qui interdisent. On peut aussi interdire les licenciements, on peut interdire la propriété privée. Enfin, je veux dire, oui, il y a un vrai problème avec les délocalisations, il y a un vrai problème avec la manière dont fonctionne notre économie, dont fonctionne la finance. Mais d'abord, c'est pas un problème simplement français. Mais là, il évoque un projet de loi. Oui, mais justement, moi, vous savez, si plus personne ne vient investir en France, on n'aura rien gagné au change. Et puis, comment proposer un projet de loi pour empêcher des fermetures de sites quand par ailleurs on s'apprête à faire une politique qui va augmenter massivement le coût du travail, les charges sur les entreprises, les impôts. Il faut être cohérent. Il faut aussi créer les conditions pour que les entrepreneurs, les investisseurs viennent investir et continuent leur activité. Quand un site ferme, il y a des raisons. Alors que le système financier, ce qu'on appelait le capitalisme financier avec Nicolas Sarkozy, soit complètement déréglé et fonctionne très mal, c'est vrai. Mais il faut corriger le capitalisme financier. Vous ne pouvez pas... Mais comment le corriger autrement? Par exemple, si ce matin, les dirigeants d'ArcelorMittal disent que Florange, pour l'instant, c'est terminé, quelle est la situation? Après, à l'État de prendre ses responsabilités. C'est une propriété privée. Soit l'État dit, eh bien, je nationalise la partie française d'ArcelorMittal, et puis à ce moment-là, il prend ses responsabilités. Soit on aide les salariés à se reclasser, ce qu'on a fait pour Vendrange, mais on ne va pas leur confisquer. Voilà, comment vous voulez interdire aux entreprises de fermer ou de licencier? Vous pouvez toujours le faire. Mais interdisez de licencier, vous aurez peut-être un mouvement d'opinion favorable au tout début. Je vous garantis qu'à la fin, il ne sera pas très favorable compte tenu des conséquences. Donc il faut... Voilà, il ne suffit pas de dire je décrète, je fais des lois. Il y a des lois qui sont nécessaires pour réguler, pour réglementer. Et puis, après, le fonctionnement même de l'économie, c'est à ça qu'il faut travailler. Il faut changer l'économie, il faut faire de l'investissement, il faut créer les conditions qui permettent à des activités en France d'être... Donc c'est une idée néfaste, ce projet de loi. On verra le projet de loi, moi j'attends de voir le texte, mais l'idée est simplement qu'on va interdire de fermer ou interdire de licencier ou interdire de délocaliser. L'interdiction n'est pas opérante sur ces questions-là, c'est tout. Perrine, pardon. Alors comme on parlait d'argent, les actionnaires de Safran ont refusé un parachute doré à leur patron. Les actionnaires d'Air France ont refusé de voter une prime pour leur ancien dirigeant. Est-ce que vous saluez quand même cette correction des rémunérations qui peuvent paraître excessives? J'ai toujours pensé qu'il y avait un problème de rémunération, que dans aucun pays du monde, on ne supporte des rémunérations excessives. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des rémunérations d'abord illégitimes. Quand vous partez en laissant une entreprise dans un mauvais état, il n'y a aucune raison d'être récompensé pour l'avoir laissé dans un tel état. Bon, ça, c'est la première des choses. C'est les parachutes. Mais si tout va bien, il n'y a pas de limite, hein? Les parachutes dorés. Si, non, il n'y a pas de limite légale. Il y a la limite d'abord que les actionnaires se fixent. Et puis, encore une fois, tout provient d'un système qui a complètement dérapé au cours des 30 dernières années. Donc il y a une limite morale alors?
mais c'est la moralisation du capitalisme financier qui est en cause. Et ça nécessite effectivement une transformation de ce capitalisme, des règles différentes sur les marchés financiers, des règles différentes sur l'activité des banques. Il y a toutes sortes de choses à faire pour que les rémunérations ne dérapent pas, pour qu'on ne donne pas plus à la spéculation et à la rente qu'au travail. Voilà, mais ça se fait pas simplement par des décrets. Mais il y a aussi, on voit bien que l'opinion est en train de changer, y compris aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Et la pression, c'est vrai, va devenir de plus en plus forte, et à juste titre, pour que les rémunérations soient plus raisonnables qu'elles ne l'ont été. Donc la décision du gouvernement de diminuer les salaires des grands patrons des entreprises publiques, ça va dans le bon sens, hein. Écoutez, ça c'est le gouvernement, étant le propriétaire ou l'actionnaire principal de ces entreprises, il fait ce qu'il veut. Ce que je ne crois pas en revanche, c'est qu'on puisse fixer là aussi par décret l'écart de rémunération. On verra ce que donne le texte de loi, mais imaginez une petite entreprise où il n'y a que des ingénieurs de très haut niveau. L'écart de rémunération de 1 à 20 va donner un salaire très élevé à son président. En revanche, une très grande entreprise, très très grande, 100 fois plus ou 1000 fois plus grande que la précédente, dans laquelle il y a des gens qui gagnent très très peu, en bas de l'échelle, parce qu'on a tout l'éventail des salaires, ça va donner un salaire beaucoup inférieur à celui de la toute petite entreprise. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, à mon avis. Voilà, maintenant, l'État est libre de plafonner les rémunérations de ces... Nous vous écoutons. Il ne faut pas non plus créer des distorsions insupportables entre le secteur privé et le secteur public. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait et ne pas croire cette idée qu'il y a des solutions simples, législatives, réglementaires à tout est une mauvaise idée. Voilà ce que je pense, ce qui ne veut pas dire que le problème ne soit pas bien réel. Enfin, le problème bien réel, c'est pas celui des entreprises publiques aujourd'hui, hein, c'est celui du secteur financier, celui des grandes entreprises multinationales. Voilà, c'est celui de tous ceux qui sont reliés au capitalisme financier, qui exercent une pression terrible sur les entreprises. Merci Henri Guénaud, merci Perrine d'être venu nous voir ce matin. Passez le meilleur week-end possible. Vous, ça va être effectivement pour faire campagne. Dans un instant, donc 8h30, le rappel des titres, et puis bien évidemment, on retrouvera l'antenne de Public Sénat.